C'est difficile de se représenter réellement ce que ça signifie avoir 100 ans. En France, l'âge moyen est de 42 ans. Ça signifie qu'une bonne partie d'entre nous n'a même pas atteint la moitié des années vécues par ces centenaires. Pourtant, quand on m'a proposé le projet, pour moi, 100 ans, c'était juste vieux. Bon, d'accord, à la limite, c'était très vieux. Mais ça allait pas au-delà de ça. Je faisais pas de réelle différence entre une personne de 100 ans et ma grand-mère qui en a tout juste 70. Pour moi, c'était les deux des vieux. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte de quelque chose. 100 ans, c'est 5 fois ma vie. Avoir 100 ans en 2020, ça signifie naître 2 ans après la Première Guerre mondiale, et en avoir tout juste 19 lorsque la Seconde éclate. C'est avoir la cinquantaine quand le premier homme met le pied sur la Lune, et déjà 60 ans passés quand le premier ordinateur personnel est annoncé au grand public. Ils ont vu les films muets devenir des super-productions américaines à plusieurs centaines de millions de dollars, et des ordinateurs énormes rétrécir jusqu'à devenir nos téléphones qui tiennent dans la poche. Ils ont vécu à une époque où l'on guillotinait encore les criminels, et où les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote. Quand je réalise ça, j'ai l'impression qu'on vient pas du même monde. J'ai beau avoir dans mon téléphone une bonne cinquantaine de questions écrites par des jeunes de mon âge, j'arrête pas de penser « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ?» Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ? Et puis, encore une fois, je me mets à réfléchir. Et je me dis, pourquoi pas commencer par quelque chose qui caractérise le quotidien de beaucoup de jeunes de 20 ans comme moi ? Pourquoi pas commencer par les études ? Ouais, c'est bien ça, les études. D'ailleurs, ils ont fait quoi comme métier, ces centenaires ? Qu'est-ce que vous avez fait comme études, si vous avez fait des études ? Je n'ai pas fait aucune étude, moi. J'ai jamais connu mes parents, j'étais de l'assistance publique. Et j'ai été élevé dans les fermes, dans les machins comme ça, jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à 13 ans, j'ai appris le métier de cuisinier. Moi, j'avais un métier que je touchais presque toute la société. J'étais artisan coiffeur. La coiffure, c'était un lieu de rendez-vous en même temps. Je faisais coiffer en même temps. C'était un lieu où on parlait de sa vie. C'était un peu confidentiel. Il y avait aussi tous les femmes qui faisaient des confidences de leurs amours, qu'ils l'avaient laissé tomber, que c'est cela, et puis que c'était un mauvais garçon, que c'est cela. J'avais 33 élèves, tous depuis les 6 ans jusqu'à 13 ans. À l'école, j'avais fait passer le certificat d'études à 2 élèves. Quand ils me voyaient, ou qu'il allait voir quelqu'un, puis si j'étais pas loin, il disait « c'est mon institutrice ». Oh, à l'école. On était en principe 30 personnes par classe. Chacun sa place, et puis il ne fallait pas discuter ensemble. Parce que si on bavardait pendant qu'il était en train de faire un cours, il disait « allez au coin, lève-toi, mets-toi au coin ». Alors il fallait se mettre au coin, la tête comme ça, et puis attends, des fois pendant 1 heure, debout. Vous n'êtes pas obéissant comme nous, on était obéissants. Vous n'y êtes plus. C'est presque vous qui faites qui faites la loi dans les écoles. Nous, ça, c'était pas ça. Hein. C'était le directeur, c'était l'instituteur. Ça marchait à la baguette. Hein. Ah, ça marchait à la baguette. Et puis ils avaient des droits sur nous qui non plus. Ils avaient besoin de nous taper dessus. Des fois, ils nous enlevaient notre culotte, puis pam, pam, pam. Ils nous tiraient de temps en temps les cheveux là. Ah, bon, ben alors, c'est pas ça qui m'a fait mourir. Si, moi, ce que j'aimais pas, c'était de mettre les doigts comme ça avec la règle. Ils prenaient leur baguette, la baguette, vous savez. Pam, 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 ça fait mal. Hein. Et ça, c'est pareil. Tu ne recommençais plus, tu réfléchissais avant de faire la même connerie. Mais attention. C'est vrai. Eh oui. Et vous, c'est quoi la plus grosse bêtise que vous ayez faite ? Écoutez, il y a des choses quand même qui sont... Je conduisais, j'allais... Je ne sais plus où j'allais faire une course pour moi. J'étais allée 2 jours avant, j'allais... Et quand je suis repassée, je fais la même chose. Juste au moment où je traversais, je me dis mince, je n'ai pas vu. Ils avaient mis
un trait blanc. Fallait s'arrêter là. Ben ça m'avait, comment je vais dire, j'ai dit, je ne l'ai pas vu assez vite. Bon, personne ne m'a rien dit, mais après, j'ai dit, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on fait bien une chose, qu'on passe bien une fois, que ça peut se renouveler. Est-ce que vous trouvez que les jeunes de maintenant, ils sont moins respectueux qu'avant? Ça dépend lesquels. Ça dépend. Non? Tout ça, ça dépend du milieu d'où ils sortent. Hein? S'ils sont dans un bon milieu, eh bien, ils sont corrects. S'ils sont dans un milieu où on s'en fiche, eh bien, allez, ils s'en ficheront aussi. Donc vous ne pensez pas que les jeunes, ils sont devenus moins respectueux que quand vous étiez jeune? Ah ben, on était respectueux quand on était jeune. Oh, aussi. Oh, ben, puis il y avait l'autorité qui n'existe plus maintenant. C'est ça. C'est ça. Ah, il ne fallait pas désobéir. Hein. C'est plus la même vie. Non, moi je ne vous critique pas. Non. Vous avez évolué, oui. c'est une autre vie. Si on prend en arrière depuis il y a 2000 ans, la vie n'est pas la même. Hein. C'est vrai. Ça a été Nos parents n'ont pas été comme nous. C'était encore plus arriérés. Plus arriérés. C'était encore plus sévères que nous. Des fois, maman me racontait sa vie de jeune fille. Elle ne sortait pas. C'était bouclier, hein. Et vous faisiez comment pour rencontrer des garçons alors? Bon, on n'en rencontrait pas. Ah oui? On n'en rencontre. Ah, mais non. Aujourd'hui, vous ne penseriez pas ça. Mais à l'époque, on était sages. Car c'est pas sage de rencontrer des garçons? Sages. La séduction, tiens, parlons-en. Plaire à l'autre a toujours été une galère, et ça qu'on soit né en 1920 ou en 2000. Remarquez, avec tous les moyens que nous avons mis en place pour rencontrer d'autres personnes, trouver quelqu'un n'a jamais été aussi simple, non? Ah non. Comment ils faisaient il y a 80 ans pour plaire? C'était quoi les meilleures techniques de drague de l'époque? Heureusement, pour répondre à ces questions, je suis tombé sur un expert. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Alors moi, aux filles, j'étais malin. Je leur payais leur entrée de balle. Je ne voulais pas qu'elles payent leur entrée de balle. Je l'avais à moi comme ça. Je leur payais leur entrée de balle. Et puis, au milieu du bal, une ou deux après, il y avait une buvette. Je leur payais une coupe de mousseux. Puis après, en même temps, je l'avais raffiné. Je peux vous voir demain. Je sais que vous allez travailler à tel endroit. Ah ben, je ne peux pas, c'est trop loin. Ou alors, ah ben, j'irai vous chercher. Voilà. Ou bien, j'irai au-devant de vous. Il y avait le bratinage. Mais à l'époque, c'était les gens étaient plus fidèles. Il n'y avait pas la liberté d'aujourd'hui. Non, on ne peut pas le comparer. On était montré du doigt quand on faisait un divorce. C'était immoral de divorcer. Parce que maintenant, d'abord, maintenant, on se marie puis on ne divorce plus. Hein. Et puis, je dis que c'est beaucoup mieux. Pourquoi payer un mariage puis tout ça, puis divorcer après? Et puis on ne peut pas vous le critiquer non plus. Non, moi je suis large d'esprit. Je serais à votre place, je ferais pareil. Oh, non. Je n'aime pas la nouvelle vie que vous avez, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi ça vous plaît pas, madame? Ça ne me plaît pas de fricoter avec n'importe qui plusieurs fois. Un jour vous avez une personne, 2-3 jours après vous changez dans une autre. Oh non, ça ne me plairait pas du tout. Hein. De quoi tu parles? De la fidélité. La fidélité? Oh ben, si on est fidèle. Eh ben, Non, les choses ne sont pas fidèles. Non. Ils changent tout le temps. Ils se marient, ils sont mariés. Mais oui, mais la vie a changé. On ne peut pas. Moi, je ne critique pas. Ben, moi, je critique. Je serais à leur place, je ferais pareil. Moi, je critique parce que je n'ai pas ce genre de... C'est une évolution. C'est une évolution. C'est pas une évolution. C'est plus du tout la même C'est pas dans le vie. bon sens. Est-ce que vous avez connu l'amour? La quoi? L'amour. L'amour? L'amour, oui. Ah oui, quand je me suis marié, j'ai aimé ma femme. Et j'ai resté marié pour 76 ans. C'est plus comme vous, les jeunes, maintenant. On n'allait pas chercher des... Les jeunes, maintenant, enfin, je ne veux pas le dire là-dessus, c'est pour baiser, maintenant. On va en boîte, c'est pour baiser. C'est pas autre chose. Hein.
à l'époque, on n'avait pas de la contraception. Alors, on faisait toujours l'amour avec un préservatif. On ne mettait jamais de préservatif, jamais, jamais, jamais. Moi, je prenais toujours des préservatifs. On aurait eu honte d'aller dans une pharmacie chercher un préservatif. Oh là là! Mon père, il m'a dit, mon garçon, prends toujours un préservatif. Comme ça, la femme ne pourra pas te péter un gosse sur le dos. Et on avait une question justement, est-ce que à votre époque, à l'école, on vous parlait de la sexualité? Non. Oh non, Oh non, non. Oh, c'était caché, ça. Oh, c'était caché. Ah, je fais pas. Oh là là. Oh là là. Oh. Même en famille, on n'en parlait pas du tout? Oh non, non. On se cachait devant les enfants, on ne peut pas en parler. Ah, maintenant, c'est devenu une expansion, c'est devenu une liberté. C'est une liberté élargie. Et du coup, vous avez fait comment pour découvrir la sexualité si on n'en parlait ni à l'école, ni en famille? Ah ben, je sais pas, mon mari, moi c'est mon mari qui m'a appris. Hein. Ah ben, j'avais fait déjà un apprentissage. Il avait des petites bonnes amies, J'avais lui. fait un Et moi, apprentissage. j'avais rien eu. Je savais comment y prendre. On ne parlait jamais de sexe à l'école, jamais, jamais, jamais. 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 Non, mais enfin, la sexualité, ça vient tout seul. Surtout quand tu es amoureux, quand tu aimes une fille. Tu n'as pas besoin de demander comment on fait, ça vient tout seul, ça, la sexualité. Et ça fait 80 ans que vous êtes ensemble. Voilà. Quand je supporte. Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre? C'était à la fête du quartier, place du 1er mai. Fête du quartier, parce qu'il y avait des fêtes de quartier à la Vendeur, qu'il n'y a plus. Place du 1er mai. Il y avait des manèges. Il y avait un manège de comment on appelle ça, de voiture qui se tamponne. Auto-tamponneuse, voilà. Et puis ma femme le gardait. Je faisais faire une partie de mes années à mon frère, qui était beaucoup plus jeune que moi. Et mes parents nous attendaient parce que dans ce temps-là, on ne sortait jamais sans nos parents. Et mon père me dit pour faire une tournée de voiture à ton frère, comme ça. Donc j'ai fait une partie de vol de tour et je me suis arrêtée devant ce monsieur. Alors ce monsieur m'a dit, mademoiselle, est-ce que vous ne vouliez pas faire une partie de voiture avec moi? Je lui ai dit, pourquoi je demande à mes parents? Ça ne faisait pas comme ça dans le temps. On l'a vu dans la voiture, j'ai pu la baratiner. Voilà. Alors j'ai demandé à mes parents, je suis revenue vers monsieur qui m'a dit que je vais faire une partie de voiture. Et là, il m'a baratiné, il m'a dit, est-ce que vous dansez, est-ce que vous viendriez au bal avec moi, enfin tout ça. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Ce soir même, j'étais au bal pour le retrouver. Accompagné de sa mère. Hein. Parce que le soir, au bal, il fallait que les filles soient accompagnées de leur mère. Ils étaient assis sur les bancs, puis ils regardaient leur mère. Puis si c'était un garçon qui venait les chercher, qui ne leur plaisait pas, tapait dessus, il ne faut pas danser avec. Aujourd'hui, se marier à 20 ans et passer le reste de sa vie avec la même personne, ça semble surréaliste. Alors que, à leur époque, c'était juste la norme. Si j'étais né en 1920, on aurait trouvé étrange qu'à mon âge, je sois encore célibataire. Mais être célibataire durant cette période, c'est pas ce qui aurait pu m'arriver de plus contraignant. J'aurais pu naître légèrement différent et me voir privé d'une partie de mes droits fondamentaux, comme ça, sans raison. J'aurais pu naître en étant une femme. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu d'être une femme à votre époque? Oh, à mon époque, quand j'étais jeune. Quand vous étiez jeune ou maintenant, comme vous voulez? Oh, quand j'étais jeune. Bon, il y avait quelques femmes qui prenaient la parole, mais c'était quand même réduit. C'était l'homme qui était le seigneur. À la place de la femme, c'était l'homme au boulot, la femme à la maison. Oui, c'est pas, la femme était un peu plus... Et plus libertine. Oui. Mais c'est normal. Oui. Avec la contraception, madame, comment dit ça, qui a donné la contraception. Comment déjà, comment ça s'appelle? Madame Veil.
Même veille. Mais d'un sens, elle a bien fait. Moi, je suis pas contre. Moi, je suis moderne. Moi, j'étais con. Parce que tu les gosses, hein. Tu es bébé, quand même, hein. Tu es un bébé. Faut pas qu'il ait le monde, pas naturellement. C'est la nouvelle vie, mais enfin, moi, j'ai pas été pour Madame Veil, j'aimais pas Madame Veil. C'est difficile à critiquer. Il y a une adaptation. Même. Il y a eu un changement. Ah ben moi, je suis restée, la guerre a tout bouleversé. Ici. Je n'ai pas avancé dans le... Vous êtes vieux jeu. Ce vieux jeu. Faut pas m'écouter à moi, faut pas m'écouter, moi. On a une question, c'est à votre époque, est-ce que on parlait de l'homosexualité et comment est-ce que c'était perçu? Oh, c'est pas normal. C'est pas normal? La vie, enfin, c'est pas normal. La vie, normalement, c'est pour former un couple. Mais un couple avec, pas un couple homo, un couple bi. Qu'ils le fassent. Si les jeunes veulent le faire, qu'ils le fassent. Moi, ça m'est égal. Mais je trouve que c'est pas la logique. Ben, on le cachait, je pense qu'on le cachait. On n'en parlait pas beaucoup, hein. C'était un tabou. Mais non. Après, oui, on a accepté. Je pense que les gens qui avaient un garçon ou une fille homosexuelle étaient un peu gênés. C'est parce qu'on a, c'est pas ce qu'on souhaite, hein. Mais on l'accepte. C'est bien. Et qu'aujourd'hui, ce soit plus tabou, que ce soit plus libéré, que on accepte son homosexualité, vous en pensez quoi, vous? Mais il faut que chacun vive sa vie comme il l'entend. Moi, je l'accepte. On le cachait longtemps, quoi. Jusqu'en 1980, les personnes homosexuelles étaient fichées par la police. À cette époque, je pouvais risquer entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement si j'embrassais un garçon de mon âge. Et entre 1945 et 1982, c'est plus de 10 000 homosexuels qui ont été condamnés à la prison ferme avec pour seul motif leur sexualité. Qu'on me reconnaisse pour ce que je suis, pour un homosexuel. J'ai plus envie de me cacher aujourd'hui. Avant d'aller à la rencontre de ces centenaires, j'ai voulu questionner un peu mon entourage. Si t'avais une seule question à poser à quelqu'un qui a vécu 100 ans, ça serait quoi? Sur les réseaux sociaux, j'ai reçu tout un tas de questions de jeunes dans la vingtaine. Et parmi tous les thèmes évoqués, il y en a un qui est nettement ressorti du lot. Sous l'occupation, c'était comment? Oui. Fallait faire attention à tout. Hein. À tout. Tiens, je vais même vous dire quelque chose. Bon moi, j'étais tout le temps vélo. Quand j'étais au service du travail obligatoire en Allemagne, je me suis sauvé de là-bas en vélo. Pour me cacher, j'étais en Normandie dans le maquis. Remarquez, je ne vais pas dire que je me suis sauvé du service de travail obligatoire, parce que quand on se dit sauvé, c'est parce qu'on est enfermé. Parce que d'abord, on était libre. D'accord. Mais je me suis sauvé pour ne plus revenir en Allemagne. On était libre de prendre le train, on était libre de tout, si on était le dimanche, par exemple. On était libre comme les civils. Alors un jour, j'ai pris le train, j'ai vu un machin à Paris, à la gare de Francfort-sur-le-Main. Puis je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Oh, allez hop. Je suis monté dedans, je suis arrivé à Paris, puis je me suis débrouillé, j'ai volé un vélo. Oh! Pour venir à Dijon. Vous êtes un gangster, en fait. Ah oui. Les Allemands, je ne les aime pas parce que ils m'ont déporté 27 mois dans le camp. J'étais arrêté par le Gestapo. J'ai fait, parce que j'avais trop causé, j'étais un peu bavard de nature, et puis j'avais divulgué des informations de la radio anglaise qu'on m'avait communiquées. Puis croyez que j'avais un appareil, un balle de la journal, j'en avais pas.
Il m'a dit, où c'est que vous l'avez entendu? Ben, j'ai dit, j'ai entendu aux vaches à os, où que je lavais mon linge, là. Ben, il m'a dit, si vous l'avez entendu, dites-moi qui c'est qui vous l'a dit. Si vous ne voulez pas le dire, ben, vous allez prendre sa place. C'est là qu'ils m'ont emmené, la Gestapo, à Karlsbad. À Carlo Vivaldi, maintenant ça s'appelle. Ils m'ont emmené à Karlsbad, à la cellule 23, premier étage. Chambre, cellule 4, numéro 4, je me rappelle. 12 heures d'usine. On faisait 6-6 de jour, 6-6 de nuit. On faisait les 2-12. Et 3 km 500 pour aller au travail. Autant pour revenir. 7 km par jour, plus 12 heures de travail, 14 heures par nuit. Le bagne. 26 qui j'entends, et mes camarades, sur une centaine. Alors oui, ça fait du départ. 26 sur une centaine. Il y a eu un massacre dans la forêt de Châtillon. C'est là que le docteur Robert, qui s'était beaucoup occupé des résistants, a été fait prisonnier, a été pris par les Allemands, a été dénoncé. Ils l'ont emmené, le pauvre. C'est quelque chose d'horrible. Il y avait la boulangerie un petit peu plus loin que chez nous, sur la route. Et il l'avait mis là, dans la boulangerie. Il y avait une fenêtre, il était devant la fenêtre. Il y en a qui avaient essayé de s'approcher pour lui donner quelque chose. Oh, ils se sont fait recevoir. Et lui n'a même pas pu prendre. Il avait quelque chose sur lui pour apprendre, pour ne pas être, comment je vais dire, pour mourir. On ne l'a pas laissé. On l'a torturé. On l'a emmené dans la campagne, je ne sais plus de quel côté. Il paraît qu'on lui a arraché les yeux. On l'a fait souffrir quelque chose d'affreux. Alors là, ça a laissé une marque terrible. Le matin, nous nous allons rassembler dans la cour. L'un à côté de l'autre. Puis appelle. Là, oui. Il fallait pas dire ya. Il fallait dire ir. Ça voulait dire ici. Oh, tout était. Alors chacun, il y en avait un qui n'avait pas dit ir, je ne sais pas ce qu'il avait dit. Il avait sa cravache. C'était un gouli qu'on appelait ça. Enfin, ça veut dire caoutchouc en allemand. En pleine figure, un petit coup, il est tombé par terre. Oh, mais les nazis, c'était une dictature terrible. Ils ont essayé de vous rattraper quand vous êtes parti? Comment? Est-ce qu'ils ont essayé de vous rattraper quand vous êtes parti Quand je suis parti en Allemagne? Oui. J'habitais rue Berbizet. J'étais marié, j'avais un gosse. Alors quand ils ont vu en Allemagne que j'étais parti, ils sont venus rue Berbizet. Et je vais t'expliquer ce qu'ils m'ont fait. Ils sont venus, je me cachais dans le grenier rue Berbizet. Je suis resté 15 jours caché dans un grenier à cause des Allemands qui venaient. Alors quand ils venaient, Monsieur François n'est pas rentré en Allemagne. Ah ben monsieur, alors il y avait de ce temps-là l'abbé Kir qui était maire de Dijon. C'était un copain de mon bon-père. Ils m'ont fait un papier de faux divorce. Alors quand les Allemands venaient, oh monsieur, c'est pour que tu tenais la peur. Ils divorcent, ils sont divorcés. C'est l'abbé Kir qui m'a fait un divorce. Alors moi, je ne pouvais pas rester rue Berbizet, je ne pouvais pas parce que puis il y avait toujours des miliciens, des Français miliciens qui pouvaient te faire coiffer. Alors c'est pour ça que je suis parti en Normandie dans le maquis. Et c'était comment dans le maquis? Oh, c'était un maquis de juifs, c'était le maquis Jacob. Jacob, c'est un nom juif, c'était tous des juifs dans le maquis. Ben, c'était comme les autres maquis, il fallait faire attention. On allait faire dérailler les trains, on allait faire, comme on faisait dans le maquis, quoi. Vous avez fait de la résistance? Ah ben oui, dans le maquis, il faut faire la résistance, on a fait. On était à 4 km du débarquement, nous. Ah oui? À 4 km, alors les canons, on les a entendus, puis des milliers d'avions qui s'amenaient. Bon, le ciel était tout noir d'avions.
Et le soir, justement, dans le maquis, on allait chercher les aviateurs anglais qui étaient tombés un peu partout, on allait les chercher. Et vous les aidiez? Hein? Vous les aidiez? Ah ben on les ramenait au camp, hein. On a fait de la résistance, quoi, un petit peu de résistance. On a fait ce qu'on a pu, parce qu'on a voulu. Hein. Vous auriez voulu faire plus? Hein? Vous auriez voulu faire plus? Non, je ne pourrais pas faire plus, non. Moi, j'estime que j'ai fait mon devoir. J'estime. Le 8 mai 1945, 23h, heure de Berlin, l'armistice est enfin signé, mettant ainsi fin à 6 années de guerre. Quand on a vécu 100 ans, 6 ans, ça paraît peu. Pourtant, à travers nos échanges, j'ai pu ressentir plusieurs fois l'impact qu'avaient eu ces 6 années. Plusieurs fois, j'ai juste pas su quoi répondre. J'ai pas su quoi dire pour relancer la conversation. Et puis, je me suis fait cette réflexion. En 100 ans, des bons souvenirs. On doit en avoir des tas, non ? Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir. Mon père, je tenais plutôt du côté de mon père. Et un jour, il avait affaire à aller conduire quelqu'un à un train à Montbard. Il m'a dit, tu viens avec moi. Il n'y a plus la personne, quoi. Et en revenant sur la route, il s'arrête, puis il me dit, prends ma place. J'avais 16 ans. Ça a été le point de départ pour moi de conduire. Moi, j'étais un danseur. Tous les dimanches, j'allais danser au bal. C'est là que je faisais mes conquêtes, que je baratinais mes copines. Il y en a un rendez-vous. Alors, quand on se sortait deux fois, on les emmenait dans un petit coin, on leur roulait des petits patins, qu'on appelait ça. Hein? Puis on leur donnait rendez-vous, tiens, je te vois demain, ou qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu travailles, à tel endroit. Ah bon, ben je peux pas, ça fait trop loin. On allait la chercher. Alors en revenant automatiquement, il y avait l'ambassade. Et c'était pas mal. Hein. C'était tout, il n'y avait rien d'autre. J'ai retrouvé un frère que j'avais. J'ai retrouvé un frère, moi personnellement, mais dans le temps c'était défendu. Quand tu étais de l'assistance publique, ta mère avait signé, c'était défendu de le prendre, le gosse. Et moi j'ai retrouvé mon frère parce que j'avais un copain qui travaillait à l'assistance publique à Dijon et qui a regardé dans tous les papiers les François. On m'a dit, il y a un François Jean-Pierre, c'est le même matricule que toi, c'est ton frère, tu peux être sûr. Et là, j'ai retrouvé mon frère. Ça vous a fait quoi quand vous avez retrouvé votre frère? Oh, ça m'a fait pleurer parce que lui, quand il m'a vu, quand j'ai dit que lui, il s'est mis à pleurer. Il était chez un paysan là-bas, Villers-Rafeil. Paysan, il était en train de garder des vaches là-bas. Oh, il était habillé salement, quand je suis arrivé là-bas, oh. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu viens faire ici, qu'il me dit? Je dis, je suis ton frère. T'es pas mon frère, je suis d'assistance publique. Je dis, t'es mon frère, t'es Jean-Pierre François. Et puis, je l'ai recueilli chez moi, je l'ai fait sortir de son machin. Je l'ai fait rentrer chez Régis Martelet à Dijon, parce qu'à Dijon, dans le temps, il déménageait avec des chevaux et des carrioles dans le temps, Régis Martelet. Alors je l'ai fait rentrer là-dedans, alors lui, avec le cheval, il était content avec son cheval et puis son... Alors, il était content. Je l'ai fait rentrer là-dedans. Il déménageait avec des chevaux. Quand je vous disais qu'ils viennent d'un autre monde. À cette époque, tout devait être plus lent. Et c'était peut-être pas si mal. Aujourd'hui, on veut toujours être plus rapide, plus efficace, plus productif, créer plus et plus vite que les autres. On est dans une gigantesque course constante et on ne sait pas où celle-là nous mènera, ni même combien de temps elle durera. Alors d'accord, peut-être que je projette un peu de mes propres angoisses dans ce raisonnement, mais je suis loin d'être le seul à m'inquiéter pour l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez du futur, de ce qui va arriver pour nous, tout ça? Vous pensez que ça va être comment?
Moi, je vous plains. Vous nous plaignez? Les deux, vous nous plaignez? Il n'y a pas assez d'ordre. Il y a trop de... Les politiciens ne sont pas à la hauteur. Non. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de respect de la personne, il n'y a rien. Ils veulent ménager la chevreille-chou. Oui. Ils veulent ménager la chevreille-chou. Ça ne va pas. Il n'y a pas assez de discipline. Eux, ils pensent qu'une chose, à la paix. À la paix, tout ça, voilà. Non, c'est pas... Ça va si bien. Je ne le vois pas beau, le futur. Pas beau? Non. J'ai peur pour la descendance. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, vous voyez les partis, ils ne peuvent pas s'entendre. Hein? Ils sont séparés, c'est à qui aura le dernier mot, ça fait mal. Ils ne s'entendent pas, ils sont prêts à se disputer. Il y a trop de partis politiques, beaucoup trop. Il y en a droite, la gauche, la demi-droite, la demi-gauche, les écologistes, oh là là là. Et puis, l'argent a trop de pouvoir. On met trop l'argent en avant pour beaucoup de choses. Et puis, ces chefs de... Comment je dis? Comme Ghosn, hein, des millions. Quand ils partent à la retraite, on leur donne des millions en plus. Ben, c'est pas normal, ça. Le pauvre petit salarié, qu'est-ce qu'on lui donne quand il part à la retraite? Rien du tout. Non, il n'y a pas d'équilibre. C'est les racines qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est pas les branches. Est-ce que à votre époque, on vous parlait de la pollution, de l'écologie, tout ça? Non. Non, on ne s'était pas pollué à notre époque. Pas tellement. On disait comme ça, ben ça en fait de l'essence, ça en fait du kérosène. Mais on ne s'y attardait pas comme maintenant. Non. Vous ne parlez pas de pollution ni rien? Ah non. On n'était pas pollué. On mangeait sainement. Tout était bio. Il n'y avait pas de produits chimiques. Tout était bio. C'est pour ça qu'on était peut-être faim. C'est peut-être ça qui nous a permis de venir à Sorel. Voilà, oui. Ça joue aussi. On ne s'est pas empoisonné. Parce que maintenant, je m'en aperçois, il n'y a plus d'oiseaux. Hein. Il n'y a plus d'hirondelles, il n'y a plus de rouge-gorge, il n'y a plus de... tous ces oiseaux-là, ils ont disparu à cause des engrais, à cause de ce que les paysans mettent dans les champs. Il n'y a plus de champignons, les gros champignons violets, il n'y en a plus, il n'y a plus d'insectes. Dans notre temps, le grillon faisait bien plus de bruit que les cigales dans le Midi. Les grillons ici, en Côte d'Or. Je me rappelle quand on regardait nos vaches, on les grillons, mais ils nous cassaient la tête, les grillons. Hein. Mais ça sifflait. Maintenant, il n'y en a plus. Hein. Tout était empoisonné. Vous, on vous empoisonne. Mais c'est bon. Ben, vous ne pouvez pas faire autrement. Que bien, ils vous donnent des choses qu'on n'avait pas. Ils vous donnent des vitamines, on n'en avait pas, nous. Ils vous donnent des vitamines, ils vous donnent quand même une nourriture constituante, mais chimique. Vous prenez beaucoup de chimiques, que nous, on n'avait pas de chimiques, c'était naturel. Dans le temps, la nature nous nourrissait. Maintenant, ça n'existe plus, ça. C'est fini. À cause de toutes les vaches qu'ils ont mis de partout. Ils ont tout saccagé là-dessus. Ça fait beaucoup. Ça fait un mal que personne ne peut penser. Ces engrais, ces pesticides, ils ont foutu tout par terre. Maintenant, il est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus. Le constat est pas réjouissant. En 100 ans, on en a battu des records en termes de catastrophes écologiques. Réchauffement climatique, pollution des océans, pesticides, extinction des espèces sauvages. Tout ça, ça fait froid dans le dos. Mais les choses bougent. Et n'en déplaise à Monsieur François, on peut encore réagir. Les mentalités évoluent. On écoute de plus en plus les lanceurs d'alerte et de nombreuses avancées technologiques semblent aller dans la bonne direction. Mais il faut pas non plus se mentir. Beaucoup des appareils que nous utilisons dans notre quotidien sont nocifs pour l'environnement. D'ailleurs,
Je serais curieux d'entendre leur avis à propos de ces nouvelles technologies. La nouvelle technologie qui m'a plus marqué, Oui. c'est la télévision. La télévision? Ah oui, je me demande comment... Que la première fois que j'ai vu la télévision, c'était pas chez moi, c'était chez un gars très riche, il avait acheté une télévision. Oh là là, j'avais eu un match de boxe. Oh, j'en revenais pas, je me dis, mais quand je vais être riche, que je me dis, je m'en achèterai une. Puis il n'y avait pas besoin d'être riche, hein. Petit à petit, ben, tout le monde l'a eu. Hein. Ah oui, la télévision, ça m'a beaucoup marqué, moi. À la maison, quand j'étais gamine, on a été des premiers à avoir le téléphone. Alors, les gens qui avaient à téléphoner, ben, ils venaient à la maison. Alors, il y avait un appareil qui était pendu en mur, un appareil, il y avait une boîte au-dessus, je ne sais pas si c'était des piles, et puis au bas encore. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est la médecine. Le cœur, l'opération du cœur. Alors là, ça m'a... Maintenant, vous allez, machin, on vous remet un cœur, on vous remet des pistons, on vous remet des durites, hop, et vous repartez. C'est moi, la chirurgie m'a beaucoup épaté. Et ça m'épate encore, hein. C'était comment la médecine dans le temps, justement? Ah, c'était dur, la médecine dans le temps. Bon, j'étais 2 mois à l'hôpital quand j'étais gosse pour m'opérer dans un pied. Eh ben, c'était pas facile tous les jours, on souffrait. Hein. Quand on nous endormait pas avec une piqûre, on nous endormait avec de l'éther. L'éther ou du chloroforme. C'était terrible ça, d'endormir comme ça. On a bien plus peur de te faire endormir que d'être opéré. Hein. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé dans votre vie Internet? Ben, quand... Internet, non, enfin, on n'appelait pas ça Internet. Parce que quand vous dites Internet, c'est pour communiquer avec n'importe qui. Non, moi, quand je travaillais, on avait des données qu'on transmettait donc sur l'ordinateur, sur le clavier, qu'on transportait, je ne sais plus à quel centre. Et après, c'est le centre qui redonnait. D'accord, et c'est comme ça que ça se passait. Et vous, du coup, vous n'avez jamais pu utiliser Internet? Je ne sais pas faire marcher, comment on appelle ça, l'interphone, là. Mais Internet? Internet, là. Non, j'en Vous ai n'êtes pas. jamais allé sur Internet, du coup? Non, non. Et vous en pensez quoi d'Internet? Ben, c'est bien. Hein. Vous commandez pas mal de choses sans vous déplacer, puis tout. C'est un progrès immense, énorme. Oh, ben si, j'en pense du bien, moi. On n'a pas suivi. On n'avait pas de voiture comme vous. On n'a pas de voiture. Oh. On n'a pas une voiture. Ah ben nous. D'abord, dans une rue, vous avez peut-être 2 ou 3 voitures. Mes parents n'ont jamais de voiture. Il fallait, pour avoir une voiture, il fallait avoir une situation. Ah, bah, Mon oui. père avait une situation, il avait une voiture. Maintenant, sans situation, il n'y avait pas de voiture. Et vous, Est-ce que je veux tout le monde a une voiture? Tout le monde. vous en pensez quoi du fait que maintenant tout le monde ait une voiture? Bah, c'est pas mal. Toujours en vélo. J'habitais Marsanne-la-Côte, je travaillais à Chamaillot. Et j'y allais 4 fois par jour, ça faisait à peu près 40 km par jour. Je l'ai fait pendant des années, ça. Je faisais tout en vélo. D'abord, j'ai eu une auto qui j'avais presque 40 ans. Hein. J'ai passé mon permis très tard, moi. Surtout qu'à l'époque, il y avait moins de voitures qu'aujourd'hui. Ah oui, ben, il n'y avait presque pas. Là. Elles étaient comment les voitures de l'époque? Oh, à l'époque, c'était la 2 chevaux, la 2. Parce que j'en ai eu 3 de 2 chevaux. Moi, j'adorais la 2 chevaux. Moi. La 2, chez la Citroën, il y avait comme maintenant, il y avait beaucoup de bagnoles quand même. Il y avait beaucoup de bagnoles. Vous n'étiez pas à cheval non plus? Ah non, 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 non. Eh oui. Ah, le progrès. Vous avez fait un progrès fantastique. On est ébloui. Elle l'avait à la main, elle l'avait avec la machine. C'est vrai? Hein? Quand on allait se promener, ben on faisait beaucoup de marches à pied. Maintenant, pour faire 100 mètres, on prend un bus. Ah. L'aspirateur, vous dites, Madame Lambert? L'aspirateur, on n'en avait pas.
Le frigidaire, on n'en avait pas. Vous faisiez comment sans frigidaire? À la cave. Tout le monde avait des caves dans les maisons à l'époque. Il n'y avait pas de maisons comme aujourd'hui. Alors tout le monde avait sa petite cave. Les caves, il y avait une portion de cave pour chaque individu, pour chaque ménage. C'est là qu'on mettait les pommes de terre, qu'on mettait le charbon, et puis qu'on mettait les choses au frais. Moi je dis que la technologie, tiens vos appareils machin, vos appareils, des trucs là, les machins, je dis que c'est de la connerie. Pourquoi donc? Parce que ça fait beaucoup, tu sais que ça fait beaucoup de mal ça. Ça aide les cambrioleurs, ça aide les assassins, ça aide tout le machin. Ils ont tout ce qu'il faut. Tiens, non, vas-y, tu peux cambrioler, il n'y a personne. C'est des trucs. C'est bien, mais d'un autre côté, c'est mal. Parler nouvelles technologies avec des centenaires, c'est assez drôle. On s'attend à ce qu'ils soient émerveillés par le dernier iPhone, mais eux, ils nous parlent de frigo. C'est sûr que là au moins on réalise les années qui nous séparent. Je suis surpris de voir l'enthousiasme de certains pour ces nouveaux gadgets, et d'autres sont dans la crainte. Et en même temps, comment leur en vouloir? Ces 50 dernières années, le monde a évolué à une vitesse folle. Et c'est qu'en parlant avec eux que j'ai pu réaliser à quel point la technologie avait pris une place primordiale dans notre société. Je dis notre société, mais en réalité, je veux surtout parler de ma vie quotidienne. On est passé de déménager avec des chevaux à la télévision en couleur et l'internet haut débit. Tu m'étonnes qu'il y ait un fossé générationnel après ça. Pourtant, il y a certains sujets qui, eux, sont restés intemporels. Vous dites que vous vendiez votre tabac pour aller au cinéma. Oui. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes allé au cinéma? Ah oui, la première fois que je suis allé au cinéma, oui. Et je me rappelle, c'était un film Tarzan. Tarzan. Oh, je m'en rappelle bien. Et c'était comment alors? Vous pouvez nous raconter? Oh, ben c'était merveilleux quand on allait au cinéma, c'était merveilleux. Moi, j'en revenais pas qu'on pouvait mettre des tas de trucs comme ça sur une image. Forcément, quand j'étais pas tout seul, hein. Tous les jeunes qui la première fois qu'ils allaient au cinéma, c'est vrai. Mais je me souviens plus du tout de ce que c'était. C'était au cinéma l'Olympia. À Dijon? Non, à Dijon, l'Olympia. Pour introduire le machin, c'était un piano. Il n'y avait pas de musique en piano. On nous avoir des images. Il n'y avait pas de couleur. Puis des images en couleur. Là, on nous faisait voir le charlot, on nous faisait voir des soldats en train de faire de la marche, des combats de guerre. Ouais, des trucs comme ça. Ah, c'était pas comme aujourd'hui. Ah ben, vous êtes gâtés maintenant. J'aimais bien les films qui finissent bien. Ceux qui finissaient mal, je les aimais pas. J'aimais bien les films tristes, mais qui finissent bien. Comme Les Misérables, comme Le Comte de Monte Cristo, comme voilà. Ça, ces films-là, je les adore. Mais les films que j'ai vus 2-3 films de Joe Gabin qui finissent pas, Pépé le Mouco, La Bête Humaine, tout ça, ça finit mal. J'ai jamais été les voir 2 fois. Et du coup, c'est le genre de musique que vous écoutiez? Non, étant jeune, on écoutait moins de classique. On écoutait plutôt des chansons françaises. Il y avait beaucoup de chansons à l'époque. Ah oui. Vois, tout est fleuri, l'amour nous sourit, et nos cœurs se sont compris. Et dans mes bras, je voudrais vous garder toujours, et tout bas, vous murmurez des mots d'amour, un chant très doux, des flots semblent monter vers nous offrant à tous deux des rêves bleus.
bah c'est très bien. Et est-ce que vous écoutez un peu de musique d'aujourd'hui? Ah, la musique d'aujourd'hui, non, je n'écoute pas bien parce que j'ai horreur du rap, j'ai horreur moi j'appelle des chansons parlées. Non, j'ai horreur de ça. Moi j'aime bien les belles chansons de Jacques Brel, de Édith Piaf, de ces gens-là. Ah, j'adore les entendre chanter. Mais les chansons nouvelles, non. D'abord, premièrement, il faut chanter en anglais aujourd'hui, parce qu'en français, c'est pas beau. Mon Dieu, mais est-ce que les gens sont bêtes? Mais c'est pas possible. Le français, c'est ce qu'il est bête. Le français, il est bête. Oh, ce qu'il est bête, le français. Il faut chanter en anglais, c'est beaucoup plus joli. On comprend rien, mais ça fait rien, c'est joli. Ah, vous me faites rire avec ça. Hein? Vous me faites rire, les petits, avec ça. Hein? C'est moi qui ai brodé mon trousseau, et celui de ma sœur, brodé. Puis je vous assure que c'était de la broderie. Hein. J'ai fait beaucoup de scènes, moi. J'ai fait des scènes de ventriloque, beaucoup de ventriloque. J'ai fait des scènes de clown musical. J'adorais ça. J'ai commencé, ça m'est venu à l'idée parce que je voyais des chansons de Fernandel, de machin comme ça. Et j'ai voulu un peu imiter ces trucs-là. Félicie aussi. Ma mère avait été couturière. Moi, je n'avais pas touché d'aiguille, je ne peux pas dire. Mais rien que de l'avoir vu faire, j'avais quand même, il devait y avoir une hérédité. Parce que j'ai fait comme, j'ai fait mes habits. Et ma sœur, qui était dans le Midi, eh ben, elle m'apportait, elle avait acheté du tissu pour se faire une jupe, elle me l'apportait. Elle me dit, je l'ai apporté parce que tu travailles mieux que ma couturière. J'ai encore vu, c'est un an. Pour 101 ans quand même, hein. Puis alors comme ça aussi. Pour les épaules. Enfin, comme ça. Tous les tableaux qui sont là, c'est moi qui les ai faits. Non, ah sauf le grand là. J'avais fait 120 tableaux. Et qu'est-ce qui me reste? Une dizaine de tableaux. Je les ai tous donnés. Je faisais quelque chose, oh, il est joli, vous me le donnerez, ben, je les donnais. Il y en a qui pourront faire des expositions. Bien en arrière, le plus possible en arrière, avec les poires. Puis alors, en soufflant. En soufflant, oui, ah oui, c'est important. J'ai passé ma vie à la pêche. En vélo, j'allais tout le temps à la pêche en vélo. Ma plus forte machin, c'était la pêche, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Ah, c'est pour ça que vous êtes aussi en forme. On faisait encore ça. Oui, pour 101 ans. Bah, pour 101 ans, oui, vous êtes en forme. Quand on voit le bouchon, oh. Là, ça fait bander. Non, mais... C'est difficile de se représenter ce que ça signifie réellement d'avoir 100 ans. Mais on peut s'en faire une petite idée en discutant avec les principaux concernés. En arrivant, j'avais peur de ne pas savoir quoi dire et finalement je n'ai pu vous montrer qu'une toute petite partie de nos échanges. À la fin de nos rencontres, j'aimais bien poser une dernière petite question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune de 20 ans? Et moi, j'aimerais conclure ce documentaire sur la réponse de Madame Bardet. Comment de bien faire ce que l'on souhaite réaliser, de le faire en conscience, de ne pas se laisser trop influencer. Si on veut créer quelque chose, chercher des renseignements, mais ne pas, comme je vais dire, se soumettre à ce que font les autres, hein, avoir quelque chose de personnel.